Première question, votre candidature a été validée par la Cour suprême. Quel est votre premier sentiment? Nous avons pris acte après la validation des candidatures. Il faut reconnaître que beaucoup de compatriotes avaient l'intention de candidater. Au-delà des 51 personnes qui ont eu la possibilité de se présenter, on a d'autres acteurs politiques, non des moindres, qui auraient bien aimé participer à cette élection. Donc le premier bémol de ce processus électoral, c'est son caractère exclusif. Le caractère exclusif que nous déplorons. Parce que l'échiquier politique guinéen est caractérisé de telle sorte que avoir des acteurs comme celui d'Alain Guémou, Sidia Touré et, si vous voulez, un candidat du RPG, avoir ceux-là absents de la compétition n'est déjà pas une bonne chose pour le pays. Ce n'est pas une bonne chose pour le pays parce que ça laisse quasiment plus de la moitié du pays. Or, lorsque le CNRD est arrivé, la promesse qui avait été faite au peuple de Guinée était d'organiser des élections inclusives pour donner toute la légitimité, n'est-ce pas, à celui qui allait conduire les destinées de notre pays à l'issue de la période principale. D'accord. Et selon vous, quel message cette situation renvoie-t-elle à l'opinion publique dans le contexte actuel? Eh bien, c'est un mauvais message que ça renvoie parce que lorsqu'il y a de l'exclusion au niveau politique, naturellement, les dirigeants qui sortiraient d'un tel processus, fut-il moi qui suis en train de vous parler, souffriraient quelque part de manque de légitimité suffisante. C'est pourquoi l'exclusion doit être évitée au maximum. Nous sommes en train de nous battre laborieusement pour préserver les acquis démocratiques et des acquis que nous avons obtenus au prix de beaucoup de pertes en vies humaines, de beaucoup de dégâts matériels. Tout cela ne devait pas aujourd'hui s'arrêter en si bon chemin et nous ramener un peu comme si nous étions encore dans les années 70. Et comment préparez-vous votre campagne électorale et comment envisagez-vous de la mener? Écoutez, nous avons déjà une première difficulté. La première difficulté, c'est que ceux qui ont dirigé la Guinée tout au long de l'histoire ont corrompu l'espace politique. Le plus souvent, quelqu'un arrive, même s'il comptait parmi les plus pauvres, le fait qu'il ait le contrôle du trésor public, eh bien, il se permet de se servir pour acheter des consciences. Ce n'est pas comme ça que la politique guinéenne devait être conduite. Nous qui ne contrôlons pas, n'est-ce pas, qui ne contrôlons pas le trésor public, nous relayons sur nos militants, sur des Guinéens qui croient en nous. Dès le début, nous avons souhaité que la constitution qui a été pourtant adoptée avec tambour battant, on est déjà clairement dans sa violation. Parce qu'il faut rappeler que cette constitution a plutôt prévu, n'est-ce pas, un organe indépendant, un organe technique indépendant qui devait gérer le processus électoral. C'est pas ce que nous sommes en train de voir. Nous savons que le CNRD et son président, l'expert Mamadi Doumbouya en sécurité, à qui on ne confierait pas la sécurité de sa famille, n'est-ce pas,
On sait qu'ils ont une minorité derrière, une minorité de fonctionnaires, parce que ce ne sont même pas tous les fonctionnaires qui sont obligés de participer aux meetings et aux activités autour de Mamadi Doumbouya qui vont voter pour lui. Il faut qu'il en soit conscient. Mais ceux qui sont en train de courir après, parce qu'ils ont quelques avantages matériels à chercher, surtout on a aujourd'hui une gestion des biens publics qui permettent de prendre une voiture sortie d'usine des fonds publics pour acheter une voiture sortie d'usine pour un instructeur public, pendant que nous avons des professeurs d'université qui n'ont pas un salaire qui leur permet de vivre décemment et contribuer à la formation de nos enfants. Alors, dans un tel contexte, il y a une minorité de clientélistes qui tournent autour de Mamadi Doumbouya. Nous avons vu sur le site Africa Guinée, où on nous dit que les membres du gouvernement ne devaient pas s'impliquer dans la campagne. On doit aller jusqu'au bout de cette idée, parce que ce n'est pas un mérite que de le dire. C'est la loi qui dit qu'un commis de l'État, à commencer par le Premier ministre, un commis de l'État a un devoir de réserve quand il s'agit du jeu politique. Mamadi Doumbouya devait commencer par dissoudre le directoire qu'il a mis en place, parce que le Premier ministre, il est payé par l'État guinéen, par le contribuable guinéen, c'est pour faire le travail du Premier ministre. Et parmi les attributions du Premier ministre, il n'y a pas la direction de la campagne d'un politicien. Donc, on devait carrément éviter d'utiliser les commis de l'État, que sont le Premier ministre, les ministres, les directeurs nationaux, etc., etc. On doit donner la paix, n'est-ce pas, aux maigres ressources de l'État, les équipements, les voitures, etc., etc. Ce qui va nous permettre d'être un peu rassurés que on ne va pas demander aux préfets, aux sous-préfets d'être des électeurs à lieu et place, n'est-ce pas, des Guinéens. Parce que si les Guinéens ont la liberté de faire le choix, je ne crois pas si Mamadi Doumbouya sera parmi les 5 premiers sur 9 candidats. Donc c'est en fait la difficulté que nous avons, c'est le fait d'utiliser, n'est-ce pas, tout l'appareil d'État. Regardez un peu quand on devait aller pour le dépôt des dossiers, il y a des candidats qui étaient obligés de sortir de leur voiture au moins 2 km avant, parce qu'on a pris toute l'armée pour envahir la Camaïenne. Comment on va faire l'élection? Si un jour, moi, je viens faire la campagne à Sigiri et qu'on dise que Mamadi Doumbouya, avec l'armée guinéenne, sont en train de rentrer à Sigiri, alors de quelle façon on va respecter mes droits? Donc nous disons ceci. Cette utilisation frauduleuse de l'appareil d'État doit cesser, parce que ça ne met pas en confiance ceux qui croient en nous et qui sont capables de nous sponsoriser pour nous donner les moyens de faire une campagne digne de son nom. Voilà la première difficulté. Mais nous continuons, n'est-ce pas, à tenir bon et à persuader les Guinéens que Mamadi Doumbouya ne sera pas le bon président pour la Guinée. Si on veut que derrière nous ayons les kidnappings, nous ayons les disparitions forcées, nous ayons, n'est-ce pas, les tortures, si nous voulons avoir tout cela derrière nous, si nous voulons un véritable combat contre la corruption, les détournements, etc., etc., si nous voulons voir derrière l'utilisation des fonds publics pour instrumentaliser les instructeurs publics, eh bien, ce n'est pas à Mamadi Doumbouya, l'expert en sécurité, à qui, comme je le dis encore une fois, on ne confierait pas la sécurité de son enfant. D'accord. Et dans quelle ville comptez-vous lancer officiellement votre campagne? Est-ce que cette campagne sera de porte à porte ou bien vous allez aller à la rencontre des citoyens dans toutes les villes de la République de Guinée? Nous allons faire les deux. Il y aura beaucoup de porte à porte qui a déjà
d'ailleurs commencé parce qu'on a beaucoup de jeunes qui ont déjà pris d'assaut les différentes villes, les différents villages de l'intérieur du pays, dans les réseaux sociaux, tous azimuts. Il y a déjà un travail qui a commencé, c'est de la pré-campagne. Nous continuerons cela. Le porte-à-porte sera intensifié dès que la campagne va commencer officiellement. Mais nous comptons aussi faire un rallye. Je suis en train de discuter avec mon équipe de campagne et j'avais déjà, sur la demande d'ailleurs de nos militants, de nos sympathisants, de beaucoup d'électeurs potentiels, n'est-ce pas, en faveur du candidat du Bloc libéral, on a eu la demande de commencer notre campagne à Sigiri. Donc, dès que nous connaîtrons le jour du début officiel de la campagne, nous prendrons le chemin, n'est-ce pas, Conakry-Sigiri, où nous allons faire le premier grand meeting. Avant de prendre la route de Mandiana, ensuite nous viendrons dans la cité universitaire de Kankan, nous ferons Kouroussa et nous reviendrons à Kankan pour prendre la route de Kirouani. On s'arrêtera dans les sous-préfectures que nous allons traverser et nous allons rentrer en région forestière à partir de Beila. À Beila, nous n'allons pas sauter Syncope. On reviendra à Beila pour prendre Bola, Bweke pour entrer en Zéro-Corée. Après Zéro-Corée, nous allons faire Lola et le jour que nous allons faire Yomu, nous commencerons par Djeke et on remontera vers Pela pour faire Yomu et revenir en Zéro-Corée. La suite, nous quitterons Zéro-Corée pour un arrêt à Koulé, à Zébéla. Nous n'allons pas sauter l'étape de Koyama. De Koyama, on va faire Fassankoni pour venir sortir à Sérédou et rentrer à Macenta. Alors donc, de Macenta, nous allons faire un petit arrêt à Balizia, à Bofossou, à Kondembadou et à Tekoulo avant d'être à Gekedou. Et de Gekedou, si les 18 km qu'on attend depuis des dizaines d'années ne nous retardent pas, eh bien nous arriverons à Yendemilimou avant d'atteindre, n'est-ce pas, Kissidougou. De Kissidougou, on fera un arrêt, bien entendu, à Sangardor, ensuite à Bagna, toutes les communes rurales le long de la route jusqu'à Farana, et nous ferons l'étape de Farana, et de Farana, nous viendrons à Dabola. Dabola, on passera par Bicyclima pour Dingirai, et on reviendra sur notre chemin avant de regagner Mamou en s'arrêtant à Timbo et dans d'autres localités. Lorsque nous finirons avec Mamou, nous prendrons la route, n'est-ce pas, des montagnes. On s'arrêtera, on fera l'étape de Dalaba, l'étape de Pita, l'étape de Labé, de Koubia, de Tougué, de Mali, de Lelouma. Et à partir de Popodra, nous allons passer par Lafou et puis Tchangabori. Nous allons partir directement vers Koundara. Et de Koundara, nous rentrerons, n'est-ce pas, à partir de Kousitel. Nous allons rentrer à Gawal et de Gawal pour Koumbia, Wendemour, pour être dans la cité de Boké. Nous n'allons pas sauter Kamsar, ni Sangaredi, encore moins Kolabouy, avant d'être à Bofa. De Bofa, nous nous arrêterons à Tanene avant d'arriver à Fria. Et après Fria, nous continuons, n'est-ce pas, vers Télimélé. Et c'est par Télimélé que nous allons rentrer à Kindia. Et après Kindia, naturellement, nous ne rentrerons pas à Conakry avant de visiter, n'est-ce pas, Fourekaria, avec des arrêts à La Soya, bien entendu, Mafrenga, et puis après, nous viendrons à Koya. Koya, nous traverserons un peu Mania, Sanoya et puis Kagbelin pour faire l'étape de Doubreka avant de conclure, n'est-ce pas, dans la grande région de Conakry, quelque part là où la campagne aura décidé pour conclure notre campagne. Donc c'est un peu de cette façon que nous sommes en train de nous préparer à aller vers les Guinéens. Comme vous le comprenez, à travers
ce que je dis, je ne titube pas sur le nom des villages, des villes que je traverse, parce que je connais la Guinée. On ne peut pas prétendre diriger un pays qu'on ne connaît pas. 90% des sous-préfectures de ce pays, je les ai visitées, parfois en moto. Je connais les problèmes de ce pays et donc j'entends revenir, n'est-ce pas, vers ces compatriotes-là pour leur dire le moment est venu, lèvons-nous et allons à Sékou-Touré pour changer le cours de l'histoire de notre pays. Pouvez-vous présenter les grandes lignes de votre projet de société, s'il vous plaît? Les grandes lignes du projet de société du Bloc libéral, nous allons nous attaquer d'abord aux questions de gouvernance. Parce que tant que la gouvernance en Guinée ne marchera pas, nous ne réussirons pas à construire la confiance des populations pour engager d'autres efforts, pour engager d'autres programmes de développement économique. Parce que nous entendons développer économiquement la Guinée à travers un partenariat public et privé. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Alpha Lansana Conté était au pouvoir, il voulait construire Garafiri. On se rappelle de ce moment-là. L'argent qu'on avait à mobiliser pour construire Garafiri, ce n'était pas les yeux de la tête. La Banque mondiale a traîné les pas. Le soldat qui était Lansana Conté a dit, mais est-ce que nous ne pouvons pas trouver cet argent en mettant la main dans nos poches? C'est ce que les Guinéens ont fait. Mais ce n'était pas le bon modèle qu'il aurait fallu utiliser. Quel aurait été le meilleur modèle qui aurait aujourd'hui garanti à la Guinée d'être plutôt exportatrice d'énergie qu'importatrice d'énergie? On aurait profité de cette occasion pour mettre sur le marché guinéen, bien entendu, le mal. C'est pour cette raison que nous allons commencer par la question de la gouvernance dans notre pays. Il aurait fallu qu'il y ait une confiance pour que les Guinéens aient, par exemple, des obligations qui leur soient proposées. Imaginez dans les années 90 qu'on avait commencé à le faire, à l'intention et des Guinéens de l'intérieur et des Guinéens de l'extérieur, nous aurions déjà constitué un fonds de développement des infrastructures énergétiques qui compterait des milliards. Et on n'aurait pas besoin, n'est-ce pas, de l'épargne chinoise ou, c'est pas moi, russe ou française pour construire Kaleta, par exemple, avec Alpha Condé ou Swapiti. Les Guinéens seraient en mesure de le faire. Il s'agit de la même chose qu'on fera. Mais revenons un peu à la gouvernance. C'est là où le bas blesse. La gouvernance dans notre pays est caractérisée par une fausse bureaucratie vorace qui ne produit rien. Regardez les gouvernements. Un gouvernement de plus de 20 ministres en Guinée, c'est un gâchis. Et tel que Mamadi Doumbouya a commencé, l'erreur sera de lui confier le pays. Il va faire même de certaines divisions des départements ministériels pour récompenser les insulteurs publics. Donc, un gouvernement restreint, mais composé d'hommes et de femmes intègres, compétents. Ceci est extrêmement important. Nous n'aurons pas, par exemple, un ministère de l'enseignement supérieur, recherche scientifique, un ministère de l'enseignement préuniversitaire. Non, il y aura un ministère de l'éducation nationale. Pour nous, au BL, c'est inacceptable que nous ayons un ministère des sports dans ce pays, alors que nos enfants, eux, ils jouent dans la rue. Ça fait 67 ans qu'on a un ministère des sports. Nos enfants, si vous ne prêtez pas attention quand vous conduisez, vous marchez sur un enfant. Regardez la culture. C'est le meilleur ambassadeur de ce pays. Il y a beaucoup de gens à travers le monde qui ont connu la Guinée à travers les hommes de culture. Mais écoutez, ce pays-là n'a pas un seul palais de la culture. Pendant ce temps, c'est des milliards qui ont été engloutis pour, n'est-ce pas, le ministère, la bureaucratie. Donc, c'est de la bureaucratie. Et cette bureaucratie, là où elle fait mal, c'est que quand une bureaucratie ne peut pas donner des papiers aux citoyens d'un pays, c'est un problème. Avoir même une carte d'identité en Guinée, c'est un combat c'est un parcours de combattant. Surtout quand on dit que c'est gratuit. Vous risquez de ne plus l'avoir.
Regardez un pays comme la Guinée, avec un secteur qui aurait pu être parmi les locomotives de l'économie guinéenne, n'est-ce pas, qui soutiendrait véritablement les finances publiques, le secteur de l'immobilier. Il n'y a pas plus de 10% en Guinée qui ont des terrains avec un titre foncier. Alors, le fait de donner un titre foncier, n'est-ce pas, aux Guinéens, donnerait d'énormes avantages, boosterait l'économie. Parce que si aujourd'hui, un jeune qui sort de l'université, qui a des compétences, qui a un génie entrepreneurial, veut accéder à l'argent pour ouvrir une entreprise, la banque va lui demander des garanties. Mais puisque son père, même si son père a 10 maisons de terrain dans les quartiers où les terrains coûtent des milliards, il n'a pas de titre foncier, il n'a pas de garantie pour accéder à l'argent et développer son projet. Voilà la raison pour laquelle nous ferons de cela une priorité, pour donner à chaque Guinéen qui achète légalement et régulièrement un terrain, n'est-ce pas, le titre foncier qu'il va en utiliser. Nous ferons, n'est-ce pas, tout ça c'est une question de gouvernance. L'adressage physique pour améliorer la protection des Guinéens. Aujourd'hui, on leur fait la promesse qu'on les protège. Mais comment on peut protéger quelqu'un qu'on ne peut pas localiser en temps réel? À chaque fois que un incendie se déclenche quelque part, c'est des cadavres qu'on vient ramasser après. Parce qu'on ne sait même pas où. Nous allons mettre fin à ça. Nous allons faire en sorte qu'il y ait un adressage physique, que tout le bâti public et privé de ce pays soit répertorié, immatriculé, et les gens paieront un minimum de taxes. Regardez un peu dans le budget de l'État aujourd'hui. Nous avons à peine 200 milliards de francs guinéens de contribution foncière unique. Même Kaloum peut donner ça à la Guinée. Kaloum seulement peut donner ça à la Guinée. Vous comprenez? Donc les questions de gouvernance sont des questions extrêmement importantes. Et il faut pour cela faire en sorte que la justice marche dans ce pays. Il faut faire en sorte que les droits des citoyens, leur liberté, soient respectés. Tout ça constitue des questions de gouvernance. Si nous réussissons à le faire, eh bien, il faut investir dans le capital humain. Les questions d'éducation, les questions de santé. J'ai déjà dit comment je vais complètement réorganiser le système éducatif avec un seul département qui va nous permettre d'économiser suffisamment d'argent. Parce que l'argent de l'éducation, ça doit arriver en classe. Mais l'argent de l'éducation aujourd'hui n'arrive pas en classe malheureusement. Ça reste dans les bureaux de Conakry. C'est pourquoi ceux qui sont dans les bureaux de Conakry, ils sont très révisants. Ils marchent dans les véhicules VA. Pendant ce temps, les classes sont poussiéreuses. Il y a même pas ce n'est même pas attrayant. Il n'y a même pas de tableau-banc, etc. Nous allons mettre fin à cela. Parce que nous allons revoir complètement le système éducatif. Il faut un programme adéquat. Celui que nous avons aujourd'hui, il est obsolète. Là, on va bien former les enseignants parce qu'ils seront bien payés. Il ne sera pas enseignant qui le veut. Aujourd'hui, quand quelqu'un a fait telle filière, il se retrouve sur le marché de l'emploi, il n'a pas d'emploi, il dit « je vais enseigner ». Non, avec nous, ça ne sera pas le cas. Parce qu'il ne suffit pas d'être un bon mathématicien. Il ne suffit pas de savoir bien parler français. Il faut avoir aussi la pédagogie, n'est-ce pas, d'enseigner le français, la chimie, la physique, les mathématiques. Nous allons y veiller. Et nous allons donner de la subvention pour les écoles privées en Guinée. Au Sénégal, à côté, 73% des dépenses des écoles privées, ça vient des subventions de l'État. Ce qui fait que, pour devenir enseignant, même au privé au Sénégal, l'État veille, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait de la qualité. Mais en Guinée, non. Pourtant, aujourd'hui, prenez Conakry. 3 enfants sur 5 n'iraient pas à l'école à Conakry s'il n'y avait pas les écoles privées. Nous allons y mettre fin. Nous allons exiger la qualité. Et nous allons bien payer les enseignants. Et bien payer les enseignants. Ceux qui ne sont pas enseignants, qui ne voudront pas
ou qui voudront avoir un salaire similaire, on va leur donner, n'est-ce pas, une passerelle pour aller prendre une formation, pour devenir enseignants et ils auront ce salaire-là. Pour la première fois, les enseignants se sentiront, on cessera de considérer les enseignants ici, hein, les parents pauvres. Parce que en Guinée, quand on est enseignant, combien d'enseignants se sont vus refuser la main d'une femme qu'ils aimeraient? Parce qu'en Guinée, on vous demande si vous enseignez ou vous travaillez. Ça veut dire, enseigner, ça veut dire que ce n'est pas travailler. Eh bien, l'enseignement sera un véritable travail quand nous arriverons au pouvoir. Les questions de santé seront également des questions importantes. Ce qui m'a toujours révolté dans ce pays, c'est que le pays-là, c'est comme si nous sommes dirigés par des colons. Quelqu'un fait 5 ans, 10 ans au pouvoir, quand il a le rhume, il va en France, ou il va au Maroc. Mais attends une seconde. Tous les Guinéens ne peuvent pas aller au Sénégal, au Maroc, ou alors en Tunisie, en France, pour aller se traiter. Comment pouvez-vous faire 10 ans, 15 ans de pouvoir, n'est-ce pas, à la tête de votre pays et ne pas construire un hôpital qui peut vous sauver la vie? Si vous n'avez même pas construit un hôpital pour vous sauver la vie, que deviennent les autres? Donc, nous allons investir dans le domaine de la santé. Et nous commencerons par des questions d'hygiène. Les questions de santé publique aujourd'hui, si nous réglons complètement la question d'hygiène, on va résoudre à 30% la question de la santé publique dans notre pays. Il suffit de passer dans nos marchés où on va acheter des choses que nous retrouvons, n'est-ce pas, dans nos assiettes le soir, pour comprendre que le problème d'hygiène est un véritable problème dans ce pays-là. Les ordures, c'est de l'argent aujourd'hui. Nous allons organiser de telle sorte que nos déchets soient organisés, collectés, recyclés pour nous donner même de l'énergie, du gaz, etc., etc. Tout ça, c'est possible aujourd'hui. Il suffit d'avoir des gens qui ont de la vision. Maintenant, nous allons nous attaquer aux problèmes environnementaux avec l'exploitation anarchique de nos ressources. Mais aujourd'hui, l'environnement guinéen est saccagé. Hein? La mangrove a disparu, ce qui fait que la pluviométrie en Guinée n'est plus la même. Hein? Avant, on avait évalué, n'est-ce pas, jusqu'à 6000 mégawatts le potentiel hydroélectrique. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Ce n'est plus vrai. Lorsqu'un premier ministre dit au mois de juin que les barrages ne sont pas encore pleins, c'est pourquoi il n'y a pas de courant, on est obligé d'aller chercher un bateau pour venir le brancher au large de Conakry. Je dis que tout ça, c'est irresponsable. Nous allons y travailler pour mettre fin. Maintenant, dans le domaine économique, comme je l'ai dit, si tout ça est mis en place véritablement, nous allons créer une certaine confiance. Et le secteur des mines, nous allons respecter les engagements que les gouvernements qui se succèdent, qui n'ont pas nécessairement lutté pour l'intérêt de la Guinée, nous n'allons pas dénoncer ces contrats-là. Mais nous développerons une politique complètement différente. Parce que pour nous, tant aussi longtemps que nous ne transformerons pas nos richesses ici sur place, nous continuerons la politique qui est en place depuis nos grands-parents. L'Afrique ne peut pas continuer à être, n'est-ce pas, le continent pourvoyeur de matières premières. Ses enfants meurent dans la Méditerranée pour aller chercher de l'emploi ailleurs, parce que quand on exporte la terre, c'est là où on exporte l'emploi. Ici, on nous dit que Simandou va nous donner du travail, mais allez à Beila aujourd'hui. Ceux qui ont du travail aujourd'hui, on sait quel salaire et quelles sont les manifestations qu'il y a là-bas. Il faut arrêter de mentir au peuple de Guinée. C'est pourquoi nous allons cibler d'autres secteurs qui seront plutôt des secteurs prioritaires. Vous prenez l'agriculture par exemple. Je ne peux pas comprendre que la Guinée ait 13 millions d'hectares, au moins d'hectares de terres arables, de terres cultivables, et qu'on continue à importer 80% de ce que nous mangeons, agricole, pour spécialiser certains à s'occuper de certaines filières.
Nous avons, quand vous prenez par exemple la région forestière, il y a plusieurs filières. Il n'y a pas que la culture vivrière qu'on peut faire en région forestière. Hein? Il y a la filière caféière, il y a la filière cacaoyère, il y a la filière palmier à huile, il y a EVA, etc., etc. Aujourd'hui, on doit mettre fin à la souffrance des populations de Djeké, où le coagulum ne nourrit plus, où les populations nourrissent aujourd'hui le vœu de brûler les champs pour mettre le riz, parce que l'EVA ne les nourrit plus. Le palmier à huile ne le... C'est là où on comprend en réalité que nous sommes dans un très mauvais système. Donc, là, l'agriculture sera une des priorités du gouvernement, hein, du bloc libéral qui sera installé. Moi-même, je suis dans l'agriculture. Aujourd'hui, je cultive à Koundara. Le gouvernement passe le temps à nous dire des choses ici qui ne sont pas vraies. La première fois que je suis allé à Koundara avec un tracteur pour demander aux gens de me donner des terres pour cultiver, on m'a donné 100 hectares. 100 hectares, on a semé. Avec la promesse qu'il y aura les moissonneuses-batteuses. Le riz est à maturité, il fallait chercher des paysans pour faucher. Plus de la récolte a été perdue. Nous n'allons pas abandonner et nous n'allons pas continuer à nourrir la bureaucratie. En plus de la bureaucratie de l'agriculture, on crée la chambre de l'agriculture qui prend les petites subventions de l'État et puis on se les répartit. Et ceux qui se battent pour faire la pomme de terre à Timimadina, c'est tant pis pour eux. Il faut que ça change. Le secteur agricole peut mettre au travail plus de 60% de la population guinéenne. Là où on a investi 1000 milliards dans l'agriculture, eh bien, on peut mettre au travail beaucoup de dizaines de mille personnes. Mais dans le domaine des mines, surtout quand il s'agit de prendre la terre pour envoyer ailleurs, même si vous avez investi les vingtaines de milliards qu'on nous vend avec on a employé combien? On a employé peut-être 50 000 personnes, mais ces 50 000 personnes, il y a 30 000 qui vont perdre leur emploi lorsque la construction des rails sera terminée, etc., etc. On aura besoin que de ceux qui savent conduire les véhicules, les camions, hein, ceux qui savent manipuler les machines de pelle qui prennent la terre. Ça, c'est des politiques d'échec que nous allons arrêter. Nous avons une méthodologie pour les arrêter et nous avons comme modèle pour cela ce que les Nigérians ont fait. Ils ne sont pas venus directement s'attaquer à Shell et à ExxonMobil, à Total, qui exploitaient le pétrole au Nigeria, prenaient le brut pour aller raffiner ailleurs. Ils ont mis en confiance les Nigérians, ils ont supporté le génie entrepreneurial nigérien et ils ont fait en sorte que naissent au Nigeria Dangote, par exemple. Et maintenant, quand on change la loi pour dire, eh bien, le brut nigérien doit être raffiné au Nigeria, on ne peut pas dire non. C'est la même chose que nous allons envisager pour la bauxite. Les Guinéens sont capables d'investir. Il y en a beaucoup à l'extérieur, il y en a beaucoup à l'intérieur qui ont beaucoup de capitaux. D'ailleurs, à cause de la malgouvernance qu'il y a ici en Guinée, les capitaux appartenant aux Guinéens ne travaillent pas en Guinée ici. Ça travaille dans la sous-région parce que les gens sont obligés de sortir du pays pour se sentir en sécurité, pour sentir la sécurité de leurs biens. On va mettre fin à tout cela. Donc, c'est un peu quelques éléments sur lesquels nous mettrons l'accent. On a un programme très ambitieux. Lorsque ça sera mis en œuvre, eh bien, on verra une Guinée complètement différente que beaucoup de gens rêvent de voir.